Salut mes chers étudiants et étudiantes, on continue notre travail sur le programme de biologie en français. Maintenant, on va commencer de prendre la deuxième partie de la révision, c'est le mouvement chez les êtres vivants, chez la plante et en même temps chez l'homme. L'image montre l'intégration entre les muscles du corps lorsque l'excitation de ce type d'activité physique. Quels muscles ont le plus besoin d'énergie pour réaliser cette activité? Ça va? Est-ce que c'est le tronc et le pied ou les muscles intercostaux, bien sûr, ou le bras et les épaules ou les muscles du cou? On cherche quoi? Quels sont les muscles qui ont besoin plus d'énergie pendant cette activité? Ça va? Les personnes qui savent nager, ils connaissent bien cette réponse. C'est quoi, bien sûr? C'est quoi? Les bras et les épaules, parce que pendant la natation, ça va? On a besoin de quoi? Les bras et les épaules pour avancer dans l'eau. Bien? Question facile, bien sûr. La figure ci-contre montre la structure d'une sarcomère dans un muscle squelettique. Ça va? Quel est le point de ressemblance entre les composants 2 et 3? Regardez bien. Vous connaissez bien que le muscle squelettique, c'est un muscle citrier. Ça va? Bien sûr, il y en a des régions sombres, il y en a des régions claires. En même temps, les muscles citriers sont formés de quoi? Des filaments d'actine et filaments de quoi? De myosine. Et bien sûr, filaments d'actine sont des filaments c'est-à-dire minces, et les filaments de quoi? De myosine sont des filaments quoi? Épaisses. Je cherche ici, c'est quoi? Quel est le point de ressemblance entre les composants 2 ou 3? Le pouvoir de se déplacer durant la contraction et le relâchement, ou il se trouve dans tous les genres des muscles, ou il se forme de quoi? De la même unité de structure, ou leur pouvoir de produire de quoi? Des liaisons transversales. Quelle est la relation? Qu'est-ce que c'est 2 et qu'est-ce que c'est 3? Bien sûr, 2 c'est quoi? Les filaments de quoi? Comme je vois ici, sont des filaments minces. Ça va? Minces, c'est-à-dire actine. Et 3 sont des filaments quoi? De myosine. Mais l'image est renversée, bien sûr. Quel est le point de ressemblance entre l'actine et myosine? Bien sûr, les deux se forment de la même unité de quoi? Structurale. Pourquoi les deux sont formés de la même unité structurale? Parce que c'est simplement les filaments d'actine et myosine sont des filaments protéiniques. Et quelle unité de structure des protéines sont bien sûr les acides quoi? Aminés. Ça c'est une question très facile et très simple quand même. Les deux sont formés de quoi? Des acides aminés, soit actine, soit quoi? Myosine. La question suivante, c'est quoi? Étudiez le graphique qui représente 4 individus en cours plusieurs fois pour monter les escaliers. Ça va? D'un immeuble de 5 étages. Et la concentration d'acide lactique formée dans les muscles du corps. Quel individu, parmi les 4, n'ayant pas effectué régulièrement les exercices nécessaires avant la compétition? Bien sûr, les sportifs, toujours, les gens qui font du sport, toujours font des exercices physiques avant de faire quoi? N'importe quel sport. Qui souffre de quoi? De cette personne. Regardez, A, c'est quoi? C'est A, le B, le C et le D. Quelle est la personne là? Bien sûr, c'est quoi? C'est A, ou D, ou c'est C, ou D, ou A, ou quoi? Ou B. Quelle est la personne qui souffre? Bien sûr, c'est quoi? C'est la personne qui sait pourquoi, parce que simplement, chez cette personne-là, il y en a quoi? Beaucoup de quoi? De concentration des acides lactiques. C'est-à-dire, ces muscles n'ont pas la capacité de quoi? De faire un mouvement. C'est-à-dire, ces muscles sont un peu durs, ça va? Ils n'ont pas cette capacité. C'est-à-dire, ils ne respirent pas activement. Ça va? Pour ça, ils souffrent de quoi? De la présence de l'acide lactique, parce qu'il n'est pas, cette personne n'est pas habituée de quoi? De faire des exercices. Étudiez toujours les graphiques, comme on a dit une fois, que dans les examens, il y en a toujours des graphiques. Les graphiques, c'est un moyen de poser les questions pour montrer comment l'élève peut relier entre
les différentes informations. Le graphique représente la croissance de deux côtés d'une vrille. Vous connaissez bien que la vrille, c'est parmi les composants de quoi? Des plantes grimpantes, et les vrilles sont les moyens de quoi? De faire un mouvement. On appelle ça le mouvement par traction. Si le trait, par exemple, un trait, c'est-à-dire direct, représente le côté de la vrille qui touche le support, et le trait coupé là représente le côté de la vrille qui ne touche pas le support. Qui peut déduire lequel des graphiques représente la croissance de deux côtés de la vrille en touchant un support externe? Vous connaissez bien. Là, on a 4 graphiques. Ça va dans la figure ici pour montrer quelle est la différence entre les deux. Bien sûr, c'est le D ou le C ou bien sûr le B ou quoi encore, le A. Regardez bien la question, c'est très important cette question-là. Ça va pour montrer, vous connaissez bien que la partie qui touche le support sécrète quoi? Moins des auxines. Mais la partie qui est loin de quoi? Du support sécrète plus de quoi? Des auxines pour causer l'allongement de quoi? De la tige pour faire quoi? Tourner autour du support. Bien sûr, la question c'est quoi? La réponse c'est numéro C comme vous voyez. Bien sûr, une petite quantité, mais de la partie qui est loin de quoi? Les deux, ils sécrètent des auxines, mais la partie qui est loin du quoi? Du support sécrète quoi? Une quantité plus grande que la partie qui touche le support. C'est une question très importante quand même, pour montrer la relation entre les auxines et bien sûr le mouvement par traction chez les plantes grimpantes. Regardez après, étudiez la figure ci-contre qui montre une synapse neuromusculaire. Puis répond par quel, soit singulier ou pluriel, numéro indique le rôle des ions de calcium dans la figure. Ça va? On a appris qu'est-ce que ça veut dire les synapses. Bien sûr, les synapses, ça se trouve, c'est une relation entre le quoi et quoi, entre l'appareil nerveux et même temps les muscles. Ça, c'est le quoi, le point de où se trouvent les deux ensemble, soit muscles et la terminisation nerveuse de quoi? De neurones, on appelle ça le synapse. Les synapses, bien sûr, renferment quoi? C'est un bouton, renferme les quoi? Bien sûr, les pompes de calcium, même l'acétylcholine, etc., etc. On a déjà pris ça pendant la contraction musculaire. Mais la question ici, c'est quoi? Quel est le rôle des ions de calcium dans la figure? Bien sûr, quels sont les numéros qui indiquent le rôle? C'est numéros 3 et 4, ou 1 et 4, ou 1 seulement, ou quoi? Ou 4 seulement. Bien sûr, le schéma numéro 2 là représente quoi? Le relâchement. Ça va comme ça. Et le schéma numéro 3 représente quoi? Numéro 2, le 3, et en même temps, le 4 représente, numéro 4 représente quoi? La contraction. Et numéro 1, ici, le calcium peut libérer l'acétylcholine. Ainsi, ça va, le calcium dit qu'il sort et libérer l'acétylcholine, qui est bien sûr de quoi? De la synapse nerveuse. Et en même temps, le numéro 3, c'est les muscles quoi? Dans le numéro 3, les muscles se relâchent. Et le calcium n'a pas de rôle. Et numéro 4, les muscles se contractent par des lésions quoi? Transversales. D'où entrent les ions de calcium dans leur quoi? Structure. C'est-à-dire que le calcium ici a deux rôles. Numéro 1, premier rôle, c'est pour exploser les vésicules qui contiennent l'acétylcholine. En même temps, c'est pour aider à la formation de quoi? Des lésions transversales. Bien sûr, la réponse est numéro quoi? 1 et 4. C'est-à-dire, il a un rôle, comme je disais ici, pour faire sortir l'acétylcholine de quoi? Des vésicules qui se trouvent acétylcholine dans le bouton. En même temps, il a un rôle pour faire les lésions transversales, pour les filaments de quoi? De myosine s'attachent avec les filaments de quoi? D'actine. Bien sûr, pendant la contraction, c'est-à-dire le calcium ici a double rôle. Regardez la loi de quoi? De tout ou rien. C'est la loi, là, on a déjà pris en deuxième quoi? Secondaire, mais la question a expliqué déjà la loi. Et quoi est la loi qui organise la contraction musculaire et qui signifie que le muscle ne se contracte au moins que le stimulant est suffisant. C'est-à-dire le muscle a besoin
un stimulant. Ça va comme ça pour se contracter. Tout ou rien. S'il est faible, on ne peut pas, le muscle ne peut pas se contracter. Pour déclencher la contraction, ainsi les muscles se contractent, ça va à sa force maximale dès qu'il reçoit l'influx nerveux. Si deux muscles identiques sont exposés aux deux stimulants suffisants, c'est-à-dire les deux stimulants sont suffisants pour se contracter, pour les exciter, mais la force du premier stimulant est le double de deuxième stimulant. La question c'est quoi? Quelle est la conséquence de ce cas? C'est la contraction de deux muscles sera de même degré, ça va, même si un est plus fort que l'autre, ou la contraction de deuxième muscle sera le double de la contraction du premier muscle, ou le premier muscle se contracte et le deuxième muscle ne se contracte pas. La contraction du premier muscle sera le double de la contraction du deuxième muscle. Réfléchissez bien à cette question. Ça va? Bien sûr, la réponse est la contraction de deux muscles sera de même degré, parce que si on subit la loi tout ou rien, c'est-à-dire on a besoin d'un stimulant. Si le stimulant est suffisant, bien sûr, ça va, les deux muscles se contractent de même degré. Ça va? Même s'il y en a qu'un stimulant est plus fort que l'autre. Mais les deux sont suffisants. C'est-à-dire les deux muscles seront contractés de même manière. La question aussi a besoin de réfléchir un peu. La question suivante est si, pendant la respiration aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, d'un muscle squelettique, la quantité d'énergie obtenue de la décomposition de molécules de glucose est 38 ATP. On a déjà pris cette information en avant. Alors qu'il se produit de la même molécule, 2 molécules ATP seulement, et 2 molécules acide lactique pendant la respiration anaérobie, c'est-à-dire en absence de l'oxygène. Le graphique suivant représente les quantités d'ATP, monnaie d'énergie, c'est-à-dire, et l'acide lactique pendant l'activité d'un muscle squelettique. Regardez bien, le graphique suivant représente les quantités d'ATP et l'acide lactique pendant l'activité d'un muscle squelettique. Ici, on discute quoi? Regardez. Quel est le rapport? Ça va? Entre quoi et quoi? Le rapport entre la quantité de glucose consommée par le muscle pendant son activité normale et la quantité consommée pendant la fatigue musculaire. Regardez, c'est très clair ici. Bien, le graphique montre l'information. Le muscle pendant l'activité est normale et le muscle fatigué. Bien, et la quantité de l'ATP représente la colonne jaune et l'acide lactique représente la colonne rouge. Bien, on cherche ici le rapport dans la quantité de glucose consommée par le muscle. C'est rapport 1 à 2 ou 19 à 1 ou 1 à 1 ou bien sûr 1 à 19. Regardez, on a besoin de réfléchir dans cette question. Bien sûr, c'est quoi? Le rapport sera 1 à 19 parce que on donne ici 2 ATP, à l'autre côté on donne 38 ATP. La question ici, bien sûr le graphique montre beaucoup d'informations, mais le rapport toujours sera 2 à 38, c'est-à-dire 1 à 19. Étudier le graphique ci-contre qui montre la vitesse de croissance de deux côtés de la vrille, d'une plante grimpante, puis détermine qu'est-ce qu'on peut déduire de ce graphique. Première question, la vrille n'a pas trouvé le support convenable. La vrille est en train de chercher un support, ou la vrille est enroulée autour du support, ou la plante croît verticalement vers le haut. Regardez le graphique ici. Ça va? Regardez bien. Toujours on dit que la vrille a deux parties qui touchent le support et qui ne touchent pas le support. Ça va? Et les deux, bien sûr, ont des croissances différentes. Mais si, du plan de grimpante, on peut dire qu'est-ce qu'on déduit de ce graphique? Regardez ici que la quantité
la vitesse de croissance diminue petit à petit. Avec le temps, ça diminue. La vitesse de quoi? De croissance diminue. Ça dit quoi? Simplement, la réponse c'est quoi? Que la vrille n'a pas trouvé le support quoi convenable. Pourquoi la vrille n'a pas trouvé le support convenable? Simplement parce que si la vrille ne trouve pas le support convenable, ça commence à quoi? Son croissance diminue, à la fin c'est flétri, c'est-à-dire la vrille meurt. Bien, c'est-à-dire sa croissance diminue parce que la vrille ne trouve pas le support. Dès qu'elle trouve la vrille du support, commence à se quoi? À agrandir à cause de quoi? Des oxynes. Et ça, le graphique montre que simplement la croissance diminue jusqu'à que la croissance s'arrête, c'est-à-dire que la vrille meurt. Simplement, c'est la réponse c'est numéro A. La question suivante. Qui signifie l'unité fonctionnelle d'un muscle est formée de 75 unités structurales? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'unité motrice est formée de 5 à 75 fibres musculaires où la présence de 75 nerfs moteurs qui nourrissent l'unité motrice. Au numéro C, le nombre de terminaisons nerveuses qui nourrissent chaque unité structurale est 75 terminaisons, où la fibre nerveuse motrice nourrit 75 fibres musculaires. Je veux dire quelque chose. L'unité structurelle, c'est-à-dire quoi? Simplement, l'unité structurelle est quoi? De la muscle, c'est la fibre musculaire. Et encore, l'unité fonctionnelle est quoi? Unité motrice. Faites attention de ça. L'unité structurelle est la fibre musculaire. L'unité fonctionnelle est quoi? Unité motrice. La réponse, c'est quoi? Simplement que la fibre nerveuse motrice nourrit combien? 75 fibres quoi? Musculaires. C'est-à-dire l'unité fonctionnelle, c'est même quoi? Unité structurelle. L'unité fonctionnelle, quoi? Simplement, c'est quoi? C'est l'unité motrice. C'est la même, c'est une unité motrice. Et l'unité structurelle, bien sûr, c'est la fibre musculaire. La réponse ici est claire. La question suivante. Étudiez le graphique ci-contre qui montre le changement de la longueur du muscle jumeau d'une personne en marchant. Ça va comme ça, la personne, les muscles jumeaux en marchant. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la distance parcourue par cette personne dans chaque cas? Ça va comme ça? Regardez bien. La distance dans le cas A est plus courte que le cas B, où les deux distances sont égales dans les deux cas A et B. Il n'y a pas de relation entre le changement de la longueur du muscle jumeau de la distance parcourue, où la distance dans le cas A est plus longue que le cas B. Regardez bien la figure. Ça va? On a A, on a quoi encore quoi? B et la longueur du muscle et le temps. Ça va? La réponse c'est quoi? C'est bien sûr la distance dans le cas A est plus longue que le cas quoi? B. Pourquoi? Parce que le mouvement A, c'est la contraction-relâchement du muscle jumeau est plus rapide. Bien sûr, ainsi il se déplace rapidement et parcourt une grande distance. Mais dans le cas B, il a quoi? Il a une fatigue musculaire. Ça va? Et plus de temps se contracte. Il marche quoi? Lentement. Ainsi, une petite distance de quoi? Au contraire du cas quoi? A. Ça va? Regardez bien le graphique et ça se montre quoi? La réponse correcte. Étudiez les graphiques ci-contre qui montrent la force de deux genres de soutien A et B dans la plante puis déduit. Quelle est la différence entre les deux soutiens A et B? Le soutien A dépend de la précipitation de nouvelles matières sur les parois des cellules, alors que le soutien B dépend de la présence de l'eau dans la vacuole, ou le soutien A concerne la paroi cellulaire seulement, où le soutien A est temporaire et le soutien B est permanent, où le soutien A protège et fournit au sol quoi? Une rigidité. Regardez bien A et B. Et comme vous voyez, B est quoi? Est permanent, ça ne change pas. Mais A varie, quelquefois il augmente et quelquefois encore quoi? Diminue. La réponse est bien sûr, c'est quoi? Le soutien A est temporaire, le soutien B est permanent parce que le soutien B, pendant le temps, ça ne change pas, mais A varie avec le temps.
Une personne a gardé son équilibre lorsque de l'arrêt subi d'un métro. Ça va, même le métro s'arrête une fois et la personne a gardé son équilibre. Détermine le responsable de cet équilibre. Est-ce que c'est la contraction du muscle lisse ou le lâchement du muscle lisse ou le lâchement du muscle cardiaque ou bien sûr la contraction du muscle volontaire? Parce qu'on est quoi? On se trouve dans le train, c'est-à-dire ou le métro, qui contrôle, que nous serons debout toujours, bien sûr, c'est que la réponse, c'est la contraction du muscle quoi, volontaire qui se trouve dans les quoi, dans les pieds, par exemple, pour garder les quoi, l'équilibre. La question suivante. Le schéma montre la structure d'un muscle squelettique, ce qui distingue le composant 1. Regardez, je vais d'abord mettre quoi, le schéma ici. Est-ce que c'est sa capacité de se contracter et se relâcher de soi-même, automatiquement, c'est-à-dire autonomie, ou entouré par une membrane, ou renferme plusieurs noyaux, ou se compose de quoi? Des protéines. Vous voyez que ça, c'est numéro 1, c'est quoi? C'est la fibre musculaire. Et bien sûr, la fibre musculaire, dans le cas du muscle squelettique, c'est quoi? On a même pris le schéma là. Bien sûr, c'est quoi? C'est renferme plusieurs noyaux parce que simplement la fibre musculaire, dans le cas des muscles squelettiques, renferme plusieurs noyaux parce que c'est quoi? On appelle ça multinoyau. C'est-à-dire la fibre, même la seule fibre renferme plusieurs noyaux. Le muscle prend de l'influx nerveux en présence de l'ion quoi? Ça va? Le calcium ou le potassium ou le sodium ou bien sûr le fer. Le muscle répond de l'influx nerveux, c'est-à-dire quel est l'ion responsable de la contraction musculaire, par exemple, dans notre cas du programme. Bien sûr, c'est quoi? Le sodium, parce que le sodium, c'est lui qui est responsable de quoi? De répondre aux stimulants nerveux. Bien sûr, vous avez pris comment les ions de sodium pénètrent à l'intérieur du muscle, c'est les ions de sodium qui causent la contraction musculaire. La question suivante. Parmi les facteurs suivants ne peut pas changer la direction de la croissance de la plante. C'est la lumière, la gravité, l'attraction terrestre, c'est-à-dire, ou le toucher, ou encore le quoi, l'humidité. Numéro 2, on peut même enlever, on écrit quoi? L'humidité. Bien, c'est bien sûr le toucher, parce que simplement le toucher n'a pas de quoi d'effet sur la direction de la croissance de la plante. Étudiez le tableau qui montre les résultats des examens de 3 personnes adultes de même âge. Quelle personne souffre de quoi? De manque. Regardez ici, simplement, manque de quoi? De hormone thyroxine, pardon, ce n'est pas écrit, mais je cherche ici le manque de quoi? De hormone thyroxine. Bien. Est-ce que vous voyez bien le tableau ici? La première sonde, le battement du cœur 55, la pression sanguine 100 à 80, le poids 150. La deuxième, le battement du cœur c'est 80, la pression sanguine c'est 130 et 90 et son poids c'est 70. La troisième personne c'est quoi? C'est le battement du cœur c'est 75 et 150 à 90 et son poids c'est 70. La troisième personne c'est quoi? C'est le battement du cœur, c'est 75 et 150 à 90. OK. Et le poids, c'est quoi? C'est 90. Ça va comme ça? Regardez ici. Quelle personne souffre de manque de quoi? De l'hormone thyroxine. Bien sûr, c'est quoi? C'est la deuxième personne ou la première personne ou la première et la troisième personne et encore quoi? Ou la deuxième et la troisième personne. Bien sûr, la réponse c'est quoi? C'est la première personne. Bien sûr, parce que simplement le manque d'hormone thyroxine augmente quoi? Ou entraîne à la diminution du battement du cœur. Et ainsi, si le battement du cœur diminue, ça peut causer quoi encore? La diminution de la pression sanguine. Parce qu'on a déjà pris, si la thyroxine diminue, bien sûr, le battement du cœur
influe par cet abaissement. Et quand le battement du cœur diminue, bien sûr, la pression sanguine diminue. Ça, c'est le cas là, c'est chez la première personne. Ça va? Et ainsi, à la fin, ça peut causer même l'augmentation du poids de la personne. Ça va? La question suivante. Quelles affirmations décrivent correctement les recherches de Claude Bernard? Ça va? Vous connaissez bien que M. Claude Bernard, là, qu'est-ce qu'il a travaillé? La question, le foie sécrète le suc biliaire dans le canal digestif ou le foie a un rôle d'équilibre le taux de sucre dans le sang, ou le foie est considéré comme une glande endocrine, ou le suc biliaire a un rôle dans la digestion des lipides. Vous connaissez bien que M. Claude Bernard a travaillé sur, bien sûr, le foie, c'est-à-dire que le foie sécrète le suc biliaire dans le canal digestif. On a terminé la deuxième partie de la révision sur le mouvement chez les êtres vivants. Et je souhaite que vous avez bien compris les questions et encore vous avez profité de notre question. Merci et au revoir.